Alors, je vais donner la parole pour commencer et introduire l'après-midi à Inès Rothermund-Reinhardt, que je m'empresse de vous présenter. Elle est membre de la CIVS, elle est spécialiste d'histoire de l'art, et elle est responsable à l'Institut national d'histoire de l'art, chargé du répertoire acteur du marché de l'art en France sous l'occupation. Elle a par exemple identifié un portrait de femme qui a été peint par Thomas Couture, appartenant à Georges Mandel. Professeure invitée en histoire de l'art à l'Université de Genève, elle a inventorié la collection du marchand d'art Hildebrand Gurlitt et elle a enseigné aux universités de Genève et de Paris 1. Elle a travaillé sur les activités culturelles des exilés qui ont fui l'Allemagne nazie. C'est elle qui va nous introduire cet après-midi sur la culture. Oui, merci beaucoup, cher Antoine Sphir. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je devrais avoir aussi un PowerPoint, si on peut le lancer, s'il vous plaît. Voilà, merci beaucoup. Donc, j'ai l'honneur d'ouvrir la seconde partie de notre colloque qui sera consacrée exclusivement aux biens culturels. Vous l'avez vu, les titres même du programme de l'après-midi induit une autocritique, un domaine dans lequel nous devons faire mieux. Cette injonction fut donnée par le Premier ministre français, M. Édouard Philippe, lors de son discours commémoratif de la rafle du Veldiv en juillet 2018. Nous l'avons entendu ce matin. Il ne fut pas le seul à se prononcer sur ce sujet. Lors du colloque célébrant les 20 ans des principes de la conférence de Washington l'an dernier à Berlin, d'autres voix se sont élevées pour critiquer la recherche de provenance et la politique française en matière de restitution des biens culturels. Je ne saurais prétendre résumer 75 ans de politique française de restitution de biens culturels spoliés aux familles juives sur le sol français pendant la période de l'occupation dans une introduction de 15 minutes. Mais je souhaite néanmoins rappeler quelques étapes majeures qui ont marqué cette politique et évoquer des éléments propres au contexte historique et politique de la période immédiate de l'après-guerre qui peuvent en partie expliquer la difficulté de la recherche actuelle dans ce domaine. Les faits historiques sont connus. Le pillage systématique des biens culturels appartenant aux Juifs en France ont été organisés par l'occupant allemand dès l'été 1940. L'ambassade d'Allemagne en France, dirigée par Otto Abetz, suivie par l'Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg, le service culturel de la confiscation des biens culturels juifs et francs-maçons, se disputaient les butins de pillage avec les marchands et les acheteurs du Sonderauftrag Linz, les musées allemands et Göring en personne. Dès novembre 1940, l'EAR entassera des milliers d'objets d'art spoliés au Jeu de Paume à Paris, transformés en lieu de stockage des œuvres d'art destinées à être envoyées en Allemagne jusqu'en août 1944. Dès janvier 1943, nous l'avons également entendu ce matin, les Alliés s'étaient prononcés dans la déclaration de Londres contre les expropriations dans les territoires occupés et avaient ainsi créé une base décisive pour la politique de restitution après la guerre. Le 12 novembre 1943, la déclaration de Londres était officiellement incorporée dans le droit français de la France libre. En France, après la libération de Paris à la fin de l'été 1944, une commission spéciale pour les demandes de restitution fut créée au sein de l'Office des biens et intérêts privés, la commission de récupération artistique. Aujourd'hui, tout le monde connaît Rose Valland, seule fonctionnaire française, conservatrice de musée qui eut la permission de travailler au Jeu de Paume pendant l'occupation. Grâce à ses notes prises en secret sur les tableaux spoliés en partance pour l'Allemagne, la CRA et ses alliés ont pu restituer un grand nombre d'œuvres à la France pendant la période d'après-guerre. Alors que l'histoire de cette héroïne française a été amplement racontée et documentée, l'activité de la CRA dans son ensemble reste relativement méconnue. Aux États-Unis, l'histoire des Monument Men a été racontée dans les films hollywoodiens. Mais qui connaît les officiers des beaux-arts français? La commission était portée par l'administration des musées parisiens sous la direction de Jacques Jaujard. Elle était présidée par Albert Henrault, président de la Société des Amis du Louvre depuis 1932, collectionneur averti et très familier des milieux d'art. Sa commission avait pour mission de traiter les demandes de restitution des Français et des étrangers et d'effectuer les recherches nécessaires à la récupération des œuvres d'art, des archives ou des livres spoliés en France.
Je vous montre ici une photo de l'exposition Rose Valland en quête de l'art spolié qui vient d'ouvrir ses portes il y a seulement quelques jours à Grenoble. Et je tiens à remercier le musée dauphinois et la chercheuse Ophélie Jouin pour cette reconstitution visuelle d'une partie de l'équipe de la CRA. Nous reconnaissons principalement des hommes des musées français. Jaujard, nommé directeur du musée du Louvre en 1940. René Hugues, conservateur en chef du musée du Louvre depuis 1937. Michel Florisson, conservateur au musée du Louvre, mais aussi Kurt Hermann Martin, directeur du musée de Karlsruhe depuis 1934, responsable de la réorientation du musée de Strasbourg depuis 1940 et qui avait fait de nombreuses acquisitions sur le marché de l'art parisien pendant la guerre. La CRA était relativement bien pourvue en personnel. En 1945, 17 employés, souvent des experts du Louvre, travaillaient déjà pour la commission. En 1949, le nombre d'employés était passé à 30. À partir de juin 1945, la CRA avait également un service spécial pour les livres, les archives et les autographes. Un vaste réseau d'experts externes soutenait la commission qui a dû traiter plusieurs milliers de demandes. Suite aux réclamations des familles et collectionneurs, on estime que 100 000 œuvres furent spoliées par l'occupant nazi sur le sol français. Entre 1945 et 1949, les officiers des Beaux-Arts et leurs alliés récupèrent 61 233 objets et sur ce nombre, l'OBIP et la CERA restituèrent 45 441 œuvres et objets d'art à leurs propriétaires légitimes ou à leurs ayants droit. Ces chiffres sont à la fois impressionnants et trompeurs, car ils reposent sur les réclamations des victimes. Mais où sont les œuvres de ceux qui ne pouvaient plus rien réclamer? À la relecture des documents de l'époque, deux éléments paraissent aujourd'hui frappants. Premièrement, la très courte période d'investigation. 5 ans seulement, car en septembre 1949, un décret met fin à l'activité de la commission de récupération artistique. Le rapatriement se poursuivra jusqu'en 1954. L'OBIP continuera la gestion des dossiers et Rose Valland fera le lien avec l'Allemagne fédérale qui devient seule autorité pour effectuer les recherches et les restitutions en 1955. À partir de 1957, suite à la loi Brugge, l'Allemagne fédérale pouvait indemniser les propriétaires d'œuvres d'art non retrouvées. Nous l'avons entendu. En France, comme le signale le rapport Matteoli de l'an 2000, les restitutions ont été naturellement très importantes pour les grands marchands et les grands collectionneurs du fait de la qualité des œuvres qui les rendaient plus facilement identifiables et de l'existence des documents permettant d'appuyer leurs demandes, inventaire, liste stock. Mais comment pouvait procéder un exilé juif allemand qui avait fui l'Allemagne nazie dès 1933 pour trouver refuge en France, qui avait été interné dès 1939 dans des camps français pour s'échapper par la suite avec des faux papiers au Brésil? Comment ces victimes déchues de leurs identités, qui venaient tout juste de pouvoir se dire qu'elles avaient échappé à la Shoah et qui étaient dispersées dans le monde entier, pouvaient-elles réclamer leurs biens culturels spoliés dans un délai aussi bref? Le deuxième élément qui étonne avec le recul de 75 ans, c'est la lecture extrêmement patriotique des événements à l'époque. La priorité de la France de 1944 est la reconstruction politique et de façon cruciale, la reconstruction économique. Concernant les œuvres d'art, il s'agit avant tout de rapatrier le patrimoine artistique français. Un seul document suffit pour illustrer explicitement ce propos. Pendant l'été 1946, la CRA organise une exposition à l'Orangerie afin de montrer des œuvres d'art rapatriées en France. À cette occasion, un catalogue est publié. Il porte le titre très parlant « Les chefs-d'œuvre des collections françaises retrouvées en Allemagne par la Commission de récupération artistique et les services alliés ». On ignore dans quel contexte, mais visiblement, ce titre fut très rapidement corrigé, car dans l'édition définitive de ce même catalogue, le mot « privé » est ajouté. Il s'agissait donc bien des chefs-d'œuvre des collections privées françaises retrouvées en Allemagne. Ce flottement entre propriété privée et celle de l'État français
expliquerait-il en partie la décision prise vers la fin des années 40 de mettre en vente les biens non réclamés. Avant ces mises en vente, aux enchères publiques, une commission de choix fut créée en 1949, ayant pour mission de sélectionner l'une parmi les objets d'art, l'autre parmi les livres et manuscrits, les pièces présentant un intérêt patrimonial. Vous connaissez les chiffres. Sur les 15 000 objets non restitués, environ 2 000 œuvres d'art furent retenues puis confiées aux musées nationaux et enregistrées sur des inventaires provisoires, les musées nationaux, récupération, les MNR. Plus de 13 000 objets restants furent remis par l'OBIP à l'administration des domaines, qui était chargée de les mettre en vente. L'ensemble a un caractère très hétéroclite. En lisant les milliers de fichiers d'objets, on a l'impression de parcourir un marché aux puces, une énorme brocante. On y remarque quelques tableaux importants, mais surtout des objets de la vie courante et sans grande valeur artistique. Je vous cite quelques extraits des registres. Lit complet pliant, lit d'enfant laqué rose, sommier métallique, machine à coudre, matelas et divan en très mauvais état, piano, des lots d'assiettes, des lots de cadres vides. Après un travail de recollement impressionnant par les archivistes du ministère des Affaires étrangères à la fin des années 90, seulement 1527 de ces 13 000 objets ont pu être identifiés. L'ensemble de ces objets fut vendu entre 1950 et 1953 dans la salle des ventes des domaines, rue Richelieu à Paris. Le produit total de ces ventes était estimé en septembre 1954 à une centaine de millions d'anciens francs. Et c'est seulement 45 ans plus tard, suite aux recherches de la mission Matteoli, que ce montant valorisé à 198 millions de francs en valeur 2000 a été pris en compte dans la constitution du capital qui constitue la dotation de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Il a fallu aussi longtemps afin que la question du pillage des biens culturels pendant la Seconde Guerre mondiale ressurgisse sur la place publique. Le rapport de synthèse de la mission Matteoli concernant le pillage de l'art en France et la situation des MNR, publié en 2000, a formulé plusieurs recommandations, notamment, comme vous le savez tous, la création de la CVS, mais aussi la diffusion la plus large de toutes les informations disponibles. Depuis 1996, le site MNR Rosevalent met régulièrement à jour les recherches rassemblées concernant la provenance des œuvres. Le catalogue des peintures MNR fut publié en 2004. Les restitutions des MNR ont repris d'une manière accélérée depuis 25 ans. Au total, 6 restitutions des MNR entre 1954 à 1979. En fait, il faut passer à la prochaine image. Je ne l'ai pas marqué, voilà, merci. Aucune restitution entre 1979 à 1994. 81 œuvres restituées depuis 1994, donc 25 entre 2012 et 2017. Donc ces chiffres, je cite le rapport de David Zivie sur ces questions. Un travail gigantesque, mais pas toujours perceptible pour le grand public, fut le classement des archives. Prochaine image, s'il vous plaît. Oui, merci. Un guide de recherche en ligne indique aujourd'hui la grande majorité des fonds français concernant la spoliation des œuvres d'art pendant la Seconde Guerre mondiale et leur restitution. L'accessibilité des archives a été facilitée, le délai de communicabilité pour les documents touchant à la vie privée et au patrimoine des personnes a été raccourci. Les archives judiciaires concernant la Seconde Guerre mondiale, normalement communicables 70 ou 75 ans à partir de la date du document, donc incommunicables avant maintenant quasiment, ont été ouverts. En fait, depuis 2008 et 2015, il y a eu des aménagements et la loi a changé et les fonds sont maintenant librement communicables. Reste un grand obstacle pour les chercheurs étrangers. Ni le guide de recherche en archives, ni les rapports de la mission Matteoli n'ont été traduits en anglais. Ce qui manque toujours à l'appel, c'est l'université française, puisque, à ma connaissance, le nombre de professeurs disponibles à habiliter à accompagner un projet de thèse se compte sur une main, contrairement à d'autres pays où des postes ont été créés à l'université. Le constat est à peu près le même pour les musées,
puisque actuellement, à l'heure actuelle, les conservateurs français en place doivent accomplir la recherche de provenance en plus de leur activité courante. Pour comparaison, le Rijksmuseum d'Amsterdam emploie rien qu'au sein du musée 7 chercheurs de provenance. Mais les choses évoluent, et je vais finir là-dessus, puisque voilà, on a créé une nouvelle mission française, donc on parlera de David Zivie dans quelques minutes, en une demi-heure ou peut-être. Voilà, il y a beaucoup d'expositions, les colloques, donc c'est Sébastien Chauffour qui fera un petit propos sur la question de la recherche qui est en cours actuellement. Merci beaucoup.